Congo Télévision. Très heureuse d'être devant vous. C'est un réel plaisir vraiment de vous présenter cette émission Femmes aux multiples facettes qui est votre émission. Merci pour votre confiance et la fidélité que vous nous portez. Je reçois pour vous Madame Marie-Josée Bountsana, qui est présidente du cartel de femmes leaders politiques et secrétaire nationale chargée de l'éducation au sein du mouvement de libération du Congo, à qui je dis bonjour maman. Bonjour. Comment vous vous portez? Oui, ça va bien, merci. Je profite de l'occasion également pour saluer les fidèles téléspectateurs qui nous suivent et qui nous encouragent, ainsi que l'équipe de CCTV pour l'honneur à ma personne de m'inviter à chaque fois à cette émission. Donc, je vous dis merci et je vous salue tous. Nous venons de voir les images de 5 ans du cartel de femmes politiques leaders. Quelles sont vos impressions? Mes impressions ne peuvent qu'être bonnes. Quand, après avoir mis les femmes de toutes les tendances ensemble et maintenir cette cohésion durant 5 ans, donc c'est vraiment une joie pour moi en tant que leader. Voilà. Et une joie aussi de voir les femmes, que les femmes peuvent se mettre ensemble et construire aussi, parce que souvent on dit Basi Batonga Kambokate, mais les femmes du cartel des femmes politiques leaders actives, quoique nous sommes les politiques, il y a beaucoup de susceptibilité, beaucoup de tendances, mais nous sommes mis ensemble pour un objectif, promouvoir la participation politique des femmes dans les instances décisionnelles, au sein des partis politiques et aussi dans les institutions publiques. Nous avons tenu durant 5 ans, maintenant c'est la 6e année que nous avons commencé, nous sommes soudés, nous sommes vraiment une famille, il y a la cohésion, il y a l'entente, donc c'est vraiment une fierté pour moi et pour toutes les femmes aussi. Je profite de l'occasion pour les saluer. Bonjour et bon week-end chez vous, toutes les femmes leaders politiques. Merci maman, toutes les femmes leaders politiques, bon week-end à vous. Parlons un peu de la nomination du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde par le président de la République, un technocrate dans un gouvernement hautement politique. Va-t-il s'en sortir? C'est notre espoir. Parce que les Congolais attendent beaucoup du gouvernement qui sera mis en place. Et les Congolais n'ont pas 2 pays, nous n'avons qu'un seul pays. Et nous ne pouvons que souhaiter bonne chance aux heureux promus, à ceux-là à qui le président fait confiance. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à eux, bon vent, afin qu'ils puissent faire les choses dans l'intérêt général et non dans l'intérêt de la personne qui les a désignés et également dans l'intérêt de leurs composantes. C'est ce que nous demandons au nouveau Premier ministre Sama. C'est moi ce qui m'a étonné, parce que sa nomination m'a vraiment étonné, parce qu'avant j'entendais les amis de l'UDPS et les autres aussi clamer que le Premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire, et eux aussi ils citaient d'autres partis qui ont plusieurs députés. Malheureusement, moi je suis du mouvement de libération du Congo, et il disait que le mouvement de libération du Congo n'a pas beaucoup de députés, mais c'est qu'eux oublient que le mouvement de libération du Congo est allé aux élections seul en tant que parti politique, et nous avions eu beaucoup de députés que les autres avaient invalidés pour des causes politiques qu'eux-mêmes connaissent, mais maintenant nous sommes restés avec 17 députés en tant que parti politique et non un regroupement. Et pour les autres, quand ils parlent de 70 députés, de 60, de 40, c'est un regroupement. Et dans un regroupement, il y a plusieurs partis politiques et chaque
parti politique a 11 députés, 10 députés, 13. Mais quand les autres ne tiennent pas compte de tous ces éléments, ils disent que le MLC a seulement 17 députés, on nous déconsidère. C'est ce qui me fait mal au cœur. J'ai dit, mais ces gens-là, ils font quel calcul? Ils font des calculs politiciens, parce que si on regarde bien même l'ensemble, dans l'ensemble, il y a plusieurs composantes, plusieurs partis, et chaque parti a ses députés, et ils font l'ensemble, même AFDCA. Ce n'est pas AFDC à lui seul qui a 40 députés, donc c'est AFDC avec ses alliés, et ils font un bouquet de 40 et quelques députés, mais nous, le MLC, seul le MLC sans alliés, nous faisons 17 députés. Mais qu'à cela ne tienne, parce que les autres avaient dit que le Premier ministre doit sortir du parti majoritaire. Mais dommage, je ne sais pas d'où est sorti le Premier ministre Sama, quoique c'est un technocrate, c'est ce qu'on nous dit. C'est que seulement je sais, selon sa biographie, qu'il fut ministre du sport. Je ne sais pas, on n'a pas dit ce qu'il avait fait, les innovations qu'il avait apportées à ce ministère, nous ne savons pas. Et après, il était au PPRD, après il était au G7, après il a soutenu la candidature du président Félix aux élections de 2018. Il a été nommé comme DG de la GECAMINE, mais son bilan, nous ne savons pas. Son passage à la GECAMINE, est-ce qu'il a bien géré? Qu'est-ce qu'il a apporté? Parce que la GECAMINE, c'était une entreprise où les autres avaient pillé, et nous ne savons pas, lui, pendant ce temps qu'il est passé à la GECAMINE, qu'est-ce qu'il avait fait à la GECAMINE, parce que pour que le président lui fasse confiance, lui confie la République démocratique du Congo, qui a la dimension d'un continent. Mais comme c'est le choix du président de la République, nous ne pouvons que nous incliner et lui souhaiter bon vent sur ces lourdes responsabilités, parce qu'il y a beaucoup de défis qui attendent le Premier ministre. Il y a beaucoup d'enjeux également, mais nous croyons, nous allons prier, parce que sa réussite, c'est la réussite, c'est le Congo qui gagne, c'est pas lui qui va gagner, mais c'est le Congo qui gagne, et les fils et filles du Congo vont se retrouver. Nous pouvons que prier pour lui, et que le Seigneur l'accompagne afin qu'il fasse les choses dans l'intérêt général, dans l'intérêt du peuple congolais, et non dans l'intérêt de la personne qu'il a désignée et ni de sa composante. Bon vent à lui, et nous lui félicitons aussi. Félicitations, Monsieur le Premier ministre. Madame Marie-Josée, quelles sont les priorités pour l'actuel gouvernement? Madame la journaliste, tu sais, le Congo est malade. Le Congo vraiment est malade. Je ne sais pas si je peux comparer la maladie du Congo avec HIV-Sida. Oui, parce que le sida, maintenant, il y a des personnes qui sont HIV, mais ils vivent avec. Et comme il y a des maladies incurables et les personnes vivent avec, c'est comme le Congo, la maladie du Congo. Il y a beaucoup de défis, il y a des défis sécuritaires, parce que chaque jour, on entend des cris à l'est du pays, des deuils qui continue, c'est tous les jours comme ça. Il y a des personnes qui meurent à l'est du pays, et même ici à Kinshasa, il y a l'insécurité qui est criante. Donc ça, c'est vraiment le premier défi à relever. Il faut sécuriser pour que la population travaille. Il faut qu'il y ait la sécurité, sinon les gens ne vont pas vaquer aux occupations, ne vont pas aller au champ, ne vont rien faire parce qu'il y a l'insécurité. C'est que je demanderai au Premier ministre de commencer par nous sécuriser, et d'abord à ceux que la guerre de l'Est aussi cesse, parce qu'on a beaucoup pleuré. Et si les larmes pouvaient sécher, les Congolais n'allaient plus avoir des larmes, parce que tous les jours nous pleurons nos morts. Et nous demandons à ce nouveau gouvernement de s'y atteler pour que réellement la paix et la sécurité règnent dans notre pays. Il y a aussi le social du Congolais. Le Congolais meurt de faim. Tous les jours, il y a des gens qui meurent
des coups de balle, mais il y a d'autres qui meurent parce qu'ils sont affamés, ils n'ont pas de moyens de se payer même une aspirine, et ça aussi. Donc, il y a beaucoup de défis, et nous croyons que ce gouvernement sera composé des hommes et des femmes de bonne volonté qui vont travailler pour faire avancer les choses et qui vont travailler vraiment dans la crainte de Dieu pour pouvoir faire les choses dans l'intérêt général. Parlons de l'état de droit, reprise du procès en appel de Vital Kamerhe, c'est un indicateur d'état de droit. Oui, mais le procès, c'est un procès que je trouve deux fois injuste. C'est vrai, on dit que le président Vital Kamerhe avait détourné des sommes, avait pris l'argent de l'État, avait mal procédé, mais comment on peut libérer des personnes, d'autres personnes qui étaient impliquées à ce procès, depuis qu'on les avait libérés, quand on avait libéré les colonels Edi Kapen, il y a 2 personnes qui étaient libérées aussi, qui étaient dans le même procès avec le président Vital Kamerhe. Et pourquoi on les avait libérés? Le peuple, la population avait crié, même vous les journalistes, j'avais suivi beaucoup d'émissions sur ça, mais le pouvoir ne réagit pas, comme on dit, qui ne dit mot consent. Donc c'est en complicité avec nos gouvernants. Et quand nous disons que l'état de droit, c'est l'état de droit seulement pour les uns, et pour les autres, ils peuvent voler et demain sortir de la prison comme ça. Pendant que le président Vital Kamerhe, on dit qu'il n'est pas en bonne santé, on n'a pas cessé de demander la liberté provisoire pour lui. C'est un fils quand même, c'est quelqu'un qui a eu à travailler. Nous n'encourageons pas le détournement, mais il ne faut pas qu'on fasse une justice à double vitesse où les autres sont traités d'une autre façon et les uns, parce qu'ils sont des adversaires politiques, ils ont un autre traitement. Là, c'est vraiment injuste. On ne peut pas rebâtir le Congo avec cette injustice. Comme on dit, c'est la justice qui élève la nation. Voilà. Il faut réellement que la justice soit équitable pour tous les Congolais et non l'injustice pour les autres et la justice selon les intérêts. Donc c'est là vraiment nous décrions et c'est vraiment déplorable pour la République démocratique du Congo et pour notre démocratie aussi. C'est vraiment pas juste. Parlons toujours de l'état de droit. Caleb Moutong, convoqué le jeudi passé par le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa, est-ce une apologie aussi de l'état de droit? Ben non, moi je ne dirais pas que c'est une apologie de l'état de droit, mais c'est quand même correct parce que monsieur Kalev, il a commis beaucoup de bavures quand il était à... Comment on appelait ça quand il était dans ses fonctions? Ouais. Oui, c'est quelqu'un vraiment qui arrêtait les gens, qui maltraitait les gens, ça on le sait. Donc il doit répondre de ses actes. C'est quand même normal qu'il puisse être interpellé parce qu'on l'a interpellé parce qu'il y a des gens qui se sont plaints. Il y a des plaintes qui pèsent sur lui, donc c'est normal que le juge puisse l'interpeller et qu'il aille répondre de ses actes. S'il est innocent, on va le libérer, mais s'il n'est pas innocent, ben, il va subir la force de la loi. Ce n'est pas parce que c'est un Kalev. Et puis moi, depuis longtemps, je disais, il était plus politique. Vous savez, avant 2016, c'était lui qu'on envoyait dans les partis politiques pour négocier le 3e mandat du président, l'ancien président, du président honoraire. Mais on l'envoyait en tant qu'administrateur de la sécurité ou bien en tant que politique, parce que lui s'impliquait beaucoup aussi de la politique. Il doit répondre de ses actes parce qu'il a fait beaucoup de choses et il y a même des séquelles. Il y a d'autres personnes qui sont restées infirmes à cause de la maltraitance de son pouvoir, donc il doit répondre de ses actes. Moi je trouve que c'est normal qu'on puisse l'interpeller et qu'il réponde de ses actes.
16 février, nous pensons aux martyrs de la marche de chrétiens. Votre réaction? Oui, nous pouvons que penser à eux parce que c'est le prix. Oui, malheureusement, ils sont partis et aujourd'hui, on ne parle pas assez de ces personnes qui avaient payé un lourd tribut pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Après, ben, il y a Afdel qui est venu, Afdel qui dit qu'ils sont des libérateurs et pourtant avant il y a eu des Congolais qui ont payé un lourd tribut. Maintenant ils sont là, ils ont laissé des orphelins et personne n'en parle, personne ne s'occupe d'eux. Vraiment nous gardons une pensée pieuse pour toutes ces personnes tombées ce jour-là du 16 février pour que l'état de droit et que la démocratie s'installe dans notre pays, dont nous ne pouvons pas les oublier. Paix à leurs âmes. Madame Marie-Josée Bounzana, le 15 février 1982, la création de l'UDPS par le 13 parlementaire. Cela totalise 39 ans, qui représente l'UDPS 39 ans après. Oui, 39 ans après, moi je regrette parce que les personnes qui sont venues après ne suivent pas réellement la ligne des pères fondateurs de l'UDPS. Il y a beaucoup de dérapages. C'est pour cela nous les interpellons quand les pères fondateurs de l'UDPS avaient un programme pour la République. Ils avaient une ligne de conduite que les autres ne suivent pas aujourd'hui. C'est vraiment dommage, mais que reste encore de l'héritage de ces pères fondateurs, sinon que leur nom, les autres profitent de leur nom, ils se disent je suis fils d'un tel, je suis fils d'un tel, sans pour autant suivre ce que ces personnalités voulaient réellement pour la République. Eux, ils voulaient la vraie démocratie, ils défendaient l'état de droit, ils défendaient la démocratie, mais ce que nous voyons maintenant, c'est vraiment le contraire de l'idée des pères fondateurs de l'UDPS. Mais bon anniversaire à l'UDPS, c'est à eux de revoir un peu leur position et de vraiment considérer le combat des pères fondateurs, parce qu'aujourd'hui on dirait ils croient que c'est leur combat, c'est pas leur combat. Il y a eu des pères fondateurs, nous les avons connus en étant jeunes, on le connaît, on connaît comment leur constance, comment ils ont subi beaucoup d'atrocités, mais ce sont des personnes qui étaient restées constants et c'est le résultat de ce que nous voyons aujourd'hui. Donc c'est un combat qui n'a pas commencé à l'arrivée de l'AFDEL, c'est un combat qui a commencé bien plus avant. Donc nous ne pouvons que avoir une mémoire pieuse pour ces pères de l'UDPS et nous demandons aux combattants actuels de l'UDPS, les cadres également, de suivre la ligne de conduite tracée par ces pères fondateurs de l'UDPS. Pour honorer leur mémoire, sinon leur combat ne vaudra à rien parce qu'ils auront craché sur ce combat. Donc nous leur demandons vraiment de revoir un peu leur position pour que le nom des pères fondateurs de l'UDPS continue parce qu'on dit que les héros ne meurent pas. Eux, ils sont comme des héros, les bâtisseurs de la démocratie, donc leur nom doit continuer dans la mémoire collective. Mais il faut que ceux-là qui sont membres de ce parti prennent en compte le combat de ces personnalités. Parlons de Katanga, il y a eu une vive tension à Lubumbashi. Dans le Haut-Katanga, les insurgés Maïma et les Katakatanga, bilan 16 morts. Votre avis pour faire régner la paix? Et tant que femme, et tant que maman, quels sont vos avis pour faire régner la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo? Oui, ben c'est ce qu'on avait dit en amont. Nous avions dit que le Premier ministre actuel a beaucoup de défis à relever. Et tout ce qui se passe au Tchad, c'est l'insécurité toujours parce que il n'y a pas
la sécurité, donc les uns les autres, ils font ce qu'ils veulent faire, et il n'y a personne, il n'y a pas l'autorité de l'État. Donc on doit vraiment commencer par restaurer l'autorité de l'État, et que les personnes, les fauteurs de troubles doivent être sanctionnés aussi, parce que nous ne pouvons pas rebâtir la nation s'il n'y a pas la vraie justice. Et la vraie justice, c'est sanctionner les fauteurs de troubles. Voilà. Oui, il y a des choses qui se sont passées au Katanga, mais après, j'ai pas appris, on a arrêté qui, et les personnes arrêtées sont où, on les a traduits en justice, donc nous ne savons pas. Moi, personnellement, je ne sais pas la suite exacte de ce qui s'est passé après, mais après 6, 1 année, ils vont encore ressurgir, et après on va les laisser partir. Là, c'est pas normal, à moins que si, comme disait l'ancien général, le défunt général Mayele, dire que mais si on n'arrive pas à sécuriser la population, c'est que les auteurs de l'insécurité sont dans les forces armées. Donc c'est au pouvoir public d'essayer de voir un peu les auteurs de l'insécurité, ils sont où? Ils sont au sein de la population, ils sont dans les institutions publiques, ils sont où? Qui sont les commanditaires de ces troubles? Donc ces personnes et les commanditaires et les acteurs, ils doivent tous être identifiés pour pouvoir subir la force de la loi. Sinon, ben, il y aura toujours des troubles à répétition, des foyers de tension, tantôt au Congo central, et après c'est le Kasaï, après c'est le Katanga. Là, ça ne va pas. C'est que cela démontre qu'il n'y a pas l'autorité de l'État. Donc on doit commencer par restaurer l'autorité de l'État, et on ne peut restaurer cette autorité seulement en restaurant la vraie justice, pas la justice à double vitesse, pas la justice seulement pour les opposants et pour les personnes qui disent le contraire de ce que nous voulons, mais que la justice soit équitable pour tous, et identifier réellement les vrais commanditaires de l'insécurité en République démocratique du Congo, et que ces personnes soient traquées. Parce que comment, on ne comprend rien. Nous ne comprenons vraiment rien, même la politique et la population elle-même, elle ne comprend pas comment. Nous avons les forces armées, nous avons la police, mais il y a quand même des foyers d'insécurité par-ci, par-là. Donc c'est quelque chose vraiment qu'on doit bien régler pour qu'il y ait la sécurité. Tant qu'il n'y aura pas la sécurité, ben c'est difficile de parler le développement quand il n'y a pas de sécurité. Les personnes ne vont pas vaquer à leurs occupations, les personnes ne vont pas travailler normalement, parce qu'ils auront peur, à telle heure je dois rentrer parce que plus tard il y a l'insécurité. Donc c'est vraiment dans l'intérêt. Si le Premier ministre veut réellement réussir son mandat, il faut qu'il restaure la sécurité et que les fauteurs des troubles soient traduits en justice et qu'ils subissent la force de la loi. Mais aussi, je demande au Premier ministre la composante femme. Nous cessons de marteler sur la participation des femmes dans le nouveau gouvernement. Parce que c'est pas nous qui le demandons, c'est pas nous qui le disons. On parle d'un état de droit, on parle le respect des textes. Je crois que le président de la République lui-même, dans un de ses discours, il a parlé de la participation féminine. Donc ils doivent prendre cela en compte. C'est pas un cadeau qu'on offre aux femmes, c'est un droit, parce que c'est la Constitution qui donne ce droit aux femmes à l'article 14. Et cet article demande au pouvoir public de veiller à l'application de cette loi pour qu'il y ait vraiment la participation effective d'une manière paritaire. La Constitution parle d'une manière paritaire des femmes. Ce qui veut dire, s'il y a 40 postes ministériels, 20 pour les femmes et 20 également pour les hommes. Les femmes sont là.
Les femmes sont au sein des partis politiques. Les femmes sont compétentes. Et les femmes aussi peuvent apporter de l'innovation dans la gouvernance de la République. Et si le Premier ministre veut réellement réussir, et si le président de la République veut réussir son quinquennat, il faut qu'il prenne en compte la participation féminine. Et nous croyons à cela. Il ne faut pas qu'on nous présente un gouvernement où il y a 40 ministres, 30 hommes et 10 femmes, ou soit 5 femmes ou 6 femmes. Nous voulons vraiment qu'il y ait beaucoup de femmes, si pas d'une manière paritaire, mais qu'il y ait vraiment une représentation équitable des femmes dans la composition du nouveau gouvernement et dans toutes les institutions de la République. C'est ce que nous demandons. Et moi, cela, je crois, ça sera la justice aussi, parce que c'est l'état de droit aussi, le respect des droits des femmes aussi, ça fait partie de l'état de droit. Donc, ils doivent prendre toutes ces revendications en compte, parce que c'est un droit qui est repris dans la Constitution. Parlons toujours de cette Constitution. Notre Constitution totalise 15 ans déjà depuis sa promulgation. Faut-il la réformer ou la maintenir comme il est? D'abord parce que cette constitution a été taillée sur base d'une personne. C'est ce que moi, selon moi, en tant qu'une personne, en tant que femme, j'ai fait mes analyses, j'ai dit cette constitution, c'est bien, il y a des articles qui ont été verrouillés, c'est bien, pour qu'il n'y ait pas non plus dérapage, mais c'est une constitution qui a été taillée à la figure d'un individu. S'il y a des articles qui peuvent être amendés, moi je ne trouve pas pourquoi ne pas le faire si dans l'intérêt de la nation. Comme parce qu'il y a l'article là qui dit que le président de la République doit rester en fonction jusqu'à la prise du pouvoir de son successeur. Donc cela donne le droit au président de la République de glisser sous prétexte de cet article. Donc là, c'est pas correct. Là, c'est pas correct. Donc, il y a des articles qui doivent être révisés dans l'intérêt, pas des individus. Et puis, on ne peut pas tailler les lois par rapport aux individus. Les individus passent, les lois restent. La nation reste. Regarde ce qu'ils ont taillé par rapport à l'ancien pouvoir. Maintenant, regarde, ça leur rattrape parce qu'ils ont tous taillé sous mesure. Et les autres, maintenant, profitent de cela pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas de leur faute, parce que c'est vous-même qui avez taillé vos lois et nous en profitons. Or, nous ne pouvons pas faire des lois par rapport aux individus, mais que les lois soient adaptées par rapport à notre contexte aussi, à notre pays, à ce que réellement les Congolais veulent, à ce que nous voulons faire de cette République. Et comme ça, nous allons, les députés vont proposer des lois et la population va voter ces lois, et pour que nous ayons quand même des lois qui sécurisent la République et toute la population, et non le pouvoir des uns et des autres, parce que les hommes passent, mais la République demeure. Et les lois aussi, c'est les lois qui renforcent aussi l'autorité de la souveraineté, notre souveraineté. Donc il faut vraiment qu'on puisse revoir un peu quelques articles qu'on peut amender. Cela dépend du législateur aussi. Nous tournons vers la fin de cette émission Femmes aux multiples facettes. Madame Marie-Josée Moutsana, le mois de mars, bientôt le mois de mars, est-ce que le cartel de femmes politiques leaders, est-ce qu'ils ont un projet pour les femmes, pour conscientiser ces femmes-là? Vous avez un projet, voilà. Oui, bien sûr, nous avons notre plan d'action 2021 où nous avions programmé des activités pour le mois de mars, pas seulement pour le mois de mars. Nous disons au cartel que chaque jour, c'est le jour de la femme. Voilà. Nous n'attendons pas seulement le mois de mars. Bien sûr,
le mois de mars, c'est la journée du 8 mars, c'est une journée qui a été déclarée mondialement, la journée dédiée à la femme. Mais en ce qui concerne la femme congolaise, nous ne cessons d'interpeller cette femme. Nous disons à la femme congolaise que chaque jour, elle, en tant que mère, en tant que porteuse des valeurs, elle doit poser des actes pour l'intérêt de la famille, de l'environnement, de là où elle se retrouve. Donc chaque jour c'est le jour de la femme, mais spécialement pour le mois de mars, nous avions prévu les séminaires de sensibilisation, également aussi la formation sur l'éthique en politique. Donc ce que nous allons faire, nous allons sensibiliser les femmes, pas seulement les femmes politiques, également les femmes de la société civile. Elles vont être aussi invitées à nos activités pour pouvoir un peu interpeller les femmes par rapport à nos responsabilités dans la société. Merci très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission Femmes aux multiples facettes. Merci pour la confiance et la fidélité. On se retrouve prochainement au nouveau numéro de cette émission. À très vite. Merci. Merci.